Hello Capucine, Capucine Leroy est avec moi. Salut, merci d'être avec moi dans cette émission Passion Pâte. Les nouveaux épisodes qu'on lance sur 2025. Alors, ce qui est assez dingue, c'est que je te connais pas beaucoup, même pas du tout. Je vais vraiment te découvrir. Tu fais partie de cette petite liste de personnes que j'ai sélectionnées pour débuter l'année. Déjà parce que tu es une nana, j'ai eu beaucoup moins de nanas en fin d'année, c'était pas évident, et puis parce que tu es jeune aussi, 28 ans. Oui, tout à fait. Rapproche-toi du micro, Oui. ouais, voilà. Tu vas nous parler un petit peu de ton parcours. Aujourd'hui, tu travailles chez Cheval Blanc Patrimoine, mais on va voir qu'à la base, t'avais jamais vraiment imaginé être CGP? Non, du tout. Ouais. C'était pas du tout prévu initialement que je fasse ce type d'études. Ouais. Je viens d'une famille où les études c'est assez important. J'ai mes parents, donc mon père qui est plutôt voilà, dans le milieu scientifique, ma mère qui est juriste. Alors, tes parents sont médecins biologistes, enfin ton père médecin biologiste et juriste. Tu viens d'ailleurs de La Réunion. Oui, mes parents se sont installés là-bas quand j'étais plus jeune. J'ai fini collège et lycée là-bas. Et ils y habitent toujours. C'est mon père qui a eu une proposition de poste là-bas et qui a saisi l'opportunité. Et ma mère a suivi à ce moment-là. Ok, donc t'avais quel âge ? Je me suis installée, je devais avoir 14 ou 15 ans. C'était la fin vraiment du collège. J'ai commencé après le lycée là-bas. Et par la suite, je suis retournée faire mes études en métropole. Parce que c'est assez, là-bas, c'est assez limité en termes d'études. Il n'y a pas forcément beaucoup de choix, beaucoup d'options. Et même les facultés, au bout des 3 à 4e années, c'est obligatoire de repartir en métropole. Ok, obligatoire, carrément. En fait, il n'y a pas forcément des années complémentaires. Donc, je sais qu'en tout cas, pour beaucoup, les masters, il n'y a pas beaucoup de possibilités ni de choix. Et même pour les facs de médecine, j'ai la plupart de mes amis qui étaient en médecine parce que j'étais en S et qui ont dû, après, au bout, je crois, de la 3e année, partir en métropole parce qu'il n'y avait pas de suite, en fait. Il n'y avait pas les années complémentaires à La Réunion. D'accord, ok. À la base, tu étais plutôt attirée par du droit. Pas forcément le droit. Initialement, je savais pas forcément trop ce que je voulais faire. J'étais un peu attirée par le milieu du journalisme. J'avais passé les concours Sciences Po Paris, que je n'ai pas eu, donc j'étais assez déçue. Et ma mère m'avait dit, je me voyais pas forcément faire partir vers des études de médecine. C'était pas forcément trop mon fort. J'étais pas très bonne en maths non plus, donc c'était pas forcément bien parti. Et le droit, je ne connaissais pas. Ma sœur est juriste aussi, donc elle avait plutôt bien réussi ses études. Et je me suis dit que j'allais peut-être essayer de suivre cette voie-là. Et du coup, je suis partie, donc après le lycée, faire des études de droit à Tours. Tours, je viens de cette région-là initialement. Je suis tourangeau et mes c'est grands-parents marrant, vous sont êtes deux implantés alors. là-bas. Aurélien aussi, juste avant toi, était aussi voilà. tourangeau. C'est la journée. Ouais, c'est ça. Ok, donc tu as commencé à suivre ce premier cursus, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tu as fait une fac de droit et là tu t'es orientée un petit peu vers l'IMO. Ouais, après je me suis réorientée vers l'IMO. Le droit, c'est pas forcément trop mon fort. Au bout de 2 ans, ça m'intéressait pas particulièrement. Je me voyais pas en fait continuer vers cette voie-là. Et j'avais une option à la fac de droit, donc qui était donc une option complémentaire que j'avais prise et qui était droit de l'immobilier. Et ça m'avait beaucoup plu pour le coup. Et c'est vrai que l'immobilier, c'est quelque chose, je m'étais dit, il y a des débouchés. Les études sont pas forcément très longues et j'aurais le choix de choisir par la suite si je veux aller vers plutôt de la gestion immobilière, de la transaction, ou plutôt continuer encore mes études pour me spécialiser davantage. Mais c'est vrai que du coup, je me suis réorientée à ce moment-là et j'ai redébuté du coup en BTS. Profession immobilière que j'ai faite que j'ai fait directement en 2 ans. Mais alors là, ce que j'ai pas compris, c'est que du coup, tu as été aussi attirée par le milieu bancaire. Oui. J'ai l'impression que tu t'es beaucoup cherchée au départ. Je me suis beaucoup cherchée, c'était assez compliqué. L'immobilier, donc c'est en 2 ans, donc c'est assez rapide. Et c'est vrai que à la fin du BTS, j'avais envie de continuer mes études, je me voyais pas commencer à travailler directement. J'avais fait, donc c'est plutôt des études professionnalisantes, donc il y a des stages obligatoires à réaliser en première, 2e année. Et du coup, j'avais réalisé 2 stages, donc un stage plutôt dédié à la transaction, c'était de la location. J'étais dans une agence, je faisais la location, je suivais des commerciaux qui faisaient de la location, de la vente de biens directement. Et après, j'ai fait un 2e stage qui était plutôt en gestion locative, et ça m'avait plu davantage. Et après, je ne savais pas forcément trop vers quelle voie aller, mais c'est vrai que le milieu bancaire, c'était
En fait, l'immobilier, c'était assez étrangement une passerelle pour aller vers le milieu bancaire. Et c'est vrai que le milieu bancaire, ça m'attirait beaucoup à cette période-là. Et tout ce qui était un peu chiffres, etc. Même si je ne suis pas forcément la meilleure en maths, mais on avait des options en fait, dédiées et des matières en commun avec les BTS bancaires, donc en immobilier. Et donc j'ai postulé dans différentes licences pro. C'est des licences professionnelles donc, qui sont à réaliser dans le cadre d'un cursus banque en 3e année. Et j'étais prise à Paris, donc je suis allée par la suite, donc j'ai déménagé, je suis partie m'installer à Paris pour continuer mes études. Et c'était des études en alternance à ce moment-là. Donc là, tu as intégré la caisse d'épargne ? Ouais, c'est ça. Ok. Paris Centre. Plutôt, voilà, une agence de réseau classique, mais c'était quand même une assez belle agence. J'étais dans l'agence historique, l'ancien siège historique de la Caisse d'épargne, donc c'est rue du Louvre. C'était une agence magnifique qui avait été totalement réhabilitée, etc. Et c'était un poste de conseiller commercial. Donc j'alternais un peu, je faisais de l'accueil, je suivais aussi les conseillers en rendez-vous, donc c'était assez intéressant. Ok. C'est intéressant ton témoignage parce que je rencontre beaucoup de jeunes de ton âge qui se cherchent beaucoup. Oui. Est-ce que tu t'es cherché beaucoup ? Bon, toi, en plus, tu as un double prisme. C'est qu'en plus, tu n'as pas été en France tout le temps. Oui. Donc, ça complexifie d'autant plus ta recherche en termes de carrière et de repères. C'est ça. Mais en plus, est-ce qu'il n'y a pas aussi le contexte qui, depuis une dizaine d'années, parce que, bon, peut-être pas une dizaine d'années, mais en tout cas juste avant le Covid et après toutes ces années, là, depuis 7-8 ans qu'on passe, et tout le contexte géopolitique, macroéconomique, cette anxiété, c'est la mouvance des marchés, les taux, les différentes allocations qui vont changer de semaine en semaine en termes de reco. Est-ce que bon, donc toi qui étais en train d'hésiter entre ce secteur-là, ce métier-là, oui. Est-ce que justement tu saurais m'expliquer ce qui t'a autant fait aller d'un job à un autre en termes de projet, d'études? Est-ce que c'est clair dans ta tête ou est-ce que tu es encore trop jeune? Vraiment, je juge pas, je dis juste, j'essaye de comprendre, parce que vous êtes tous pareils, hein, dans 25-28, un peu cette tranche-là, à me dire... Je savais pas trop ce que je voulais faire, je me suis beaucoup cherchée. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est vraiment le contexte extérieur ? Je pense que c'est le contexte et je pense qu'on n'est pas forcément très bien accompagné, aussi bien au lycée qu'en début d'études, pour tout ce qui est question d'orientation. Mes parents, en plus, tout ce qui était milieu bancaire ou métier hors scientifique et juridique, c'était pas forcément trop leur fort. Dans ma famille, après, du côté de ma maman, il y a beaucoup de professeurs. Mes grands-parents étaient tous les deux et ma tante également. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément trop d'exemples de types de métiers un peu différents. Métier de la banque, j'avais une tante qui faisait ça, mais c'était plutôt de l'audit financier en banque, donc c'était assez différent. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de vrais commerciaux en fait dans la famille. Personne n'était allé vers ce type de voie. Et c'est vrai que moi, je ne me voyais pas être dans un métier où je suis tout le temps derrière un écran à réaliser, à faire de l'administratif en continu. Moi, j'avais vraiment envie de parler à des gens. Pourtant, tu dois faire de l'admin dans ton métier. Je dois faire de l'admin, mais pas forcément énormément. On est aussi accompagné pour le faire. Et c'est une double casquette. On fait un peu de tout. On va faire du commercial. On va parler à beaucoup de clients, on va aussi prospecter un petit peu, mais ça reste quand même un métier commercial. Et on doit rencontrer des gens en fait en continu et c'est la base de notre travail aussi. Ok. T'as pas parlé du contexte extérieur. Pardon, le contexte extérieur, je pense que c'était une période un peu anxiogène aussi. Donc, moi, j'ai commencé mes études en 2014. Il y avait la période Charlie Hebdo qui a commencé. Moi, je venais de La Réunion, donc c'était un contexte un peu différent. Mais pour vous donner une idée, en fait, à La Réunion, les gens sont très solaires, très souriants, etc. Je suis arrivée en métropole à cette période-là. Et c'était assez différent. Donc, pas du tout la même chaleur humaine ni ambiance au quotidien. Aussi bien à Tours que celle que je pouvais connaître à La Réunion depuis plusieurs années. Et le contexte... Il y a une fracture chez toi, quoi. Ouais, une certaine fracture. Ça m'a un peu cassée, hein, je vais pas mentir. C'était une période un peu compliquée. Et surtout pour moi qui me cherchais, j'avais pas forcément trop d'autres exemples. Et c'est vrai que la banque, c'était un milieu qui semblait assez stable. L'image du banquier s'est un peu détériorée depuis plusieurs années, mais c'est quand même un métier qui était assez noble initialement, qui était respecté, etc. Et c'est vrai que je me suis dit que ça pouvait être
un métier assez intéressant où je pouvais allier aussi bien donc, le fait que j'aime le commercial et que j'aime rencontrer des gens et des clients, etc. au quotidien, et aussi bien un aspect plus théorique qui me plaisait aussi. Ok. Comment on passe de la banque à CGP ? Comment on passe de la banque à CGP ? Donc moi c'était plutôt par rapport à des études, mais en fait la gestion de patrimoine c'est ce que j'ai étudié en master 1 et 2. Et c'est vrai que c'est beaucoup de théorie donc sur tout ce que je vois aujourd'hui plutôt en termes de CGP, mais la banque c'est très limité en fait. J'étais conseillère en gestion de patrimoine, du moins c'était la dénomination de mon poste à la banque, mais c'était assez limité. J'ai été très déçue des différentes expériences bancaires que j'ai pu avoir à partir du moment où j'étais en CDI. Paradoxalement, mes alternances, du moins mon alternance en gestion de patrimoine, s'était très bien passée durant mes 2 années de master et j'avais énormément apprécié, donc aussi bien l'ambiance, les produits, aussi bien c'était très enrichissant avec mes différents collègues donc, qui étaient eux en poste et qui m'emmenaient partout en rendez-vous. Là, j'apprenais énormément de choses et c'est vrai que j'étais très très déçue une fois que j'ai commencé en CDI, donc à travailler sur différents postes, donc aussi bien donc j'ai fait la caisse d'épargne à HSBC, où en fait j'ai trouvé que l'intérêt du client il passait quand même après les intérêts de la banque et qu'en matière de produits c'était toujours des challenges commerciaux pour essayer de vendre un produit plutôt qu'un autre, sans vraiment suivre aussi bien les projets profil client qu'on pouvait rencontrer tous les jours. Donc c'est ça qui m'a aussi poussée à changer. Mon cabinet, donc le cabinet dans lequel je travaille aujourd'hui, c'est un cabinet que je suivais depuis longtemps, donc assez visible sur LinkedIn, mon responsable fait beaucoup de communication, etc. Sur lequel où j'avais postulé en fait directement en sortie d'études. Je pense que j'avais pas forcément assez d'expérience à ce moment-là. Et du coup, il y a eu une offre il y a 2 ans qui est sortie. Et je me suis dit, pourquoi pas. Okay. Et j'ai postulé à ce moment-là. Mon objectif, c'était vraiment d'apprendre de nouvelles choses. Le métier de CGP, c'est un métier où on est obligé d'apprendre au quotidien, de toujours, de toujours se former finalement par rapport aux nouveautés, nouvelles lois de finances qui peuvent sortir, s'il y a des nouveautés en matière de fiscalité, des nouveautés juridiques, etc. Par rapport aux différents produits qu'on peut proposer à des clients. Mais voilà, c'est ça que je voulais, c'était vraiment apprendre de nouvelles choses. Et je trouvais que ce côté théorie et formation, du moins en banque, il n'était pas là non plus. Le niveau n'était pas le même et je sentais en fait que j'étais en train de régresser dans le milieu bancaire. Alors que c'est vrai que là, depuis 1 an environ que j'ai changé, que je suis vraiment CGP, que c'est vraiment le poste de CGP et que là, ça dépend plus d'un organisme, vraiment gros organisme financier ou bancaire. Là, j'ai appris énormément de choses pour le coup. Du coup, est-ce que tu peux dire que... Est-ce que tu te sentais hyper à l'aise sur les allocations Est-ce que tu te sentais plus attirée par de l'IMO ? Tu vas nous raconter aujourd'hui si tu es généraliste ou si tu t'es spécialisée. J'ai l'impression que c'est plus la fonction qui t'a attirée qu'une réelle passion pour les allocations ou quelque chose que tu aurais déjà commencé seule à investir, par exemple, dans un petit appart, sur des cryptos. C'est plus la fonction qui t'intéresse. C'est plus la fonction qui m'intéressait. Moi, ce que je voulais, c'était... je suis jeune encore, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais c'est vraiment continuer à apprendre des choses. Et c'est ce côté-là que je ne retrouvais pas en banque, en fait. Je me retrouvais face à la problématique des banques aujourd'hui aussi, c'est qu'ils vont de plus en plus recruter des personnes qui sont commerciales, mais qui n'ont pas forcément fait des études dédiées aussi bien à la banque qu'à la gestion de patrimoine, ou même à une spécialité aussi bien professionnelle ou autre qu'ils peuvent proposer à la banque. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est des commerciaux, des gens qui vendent en continu. Mais le problème qu'on va avoir, c'est que le niveau va se détériorer petit à petit parce qu'on va avoir des gens face à nous en tant que conseillers qui ne vont pas forcément maîtriser des produits, la fiscalité, qui connaissent pas forcément les tenants aboutissants de tous les points et de tous les produits possibles. Et là, ça commence à devenir problématique parce qu'on se retrouve face à un conseil qui n'est pas forcément présent non plus et qui n'est pas au niveau escompté. Ok. Est-ce que ça a été facile pour toi ? Tu l'as dit, tu es arrivée dans un contexte anxiogène, parisien. Est-ce que ça a été facile pour toi de commencer à trouver ta place ? Et est-ce que c'est pas difficile quand on est entre 24 et 28 de s'affirmer ? En plus, tu es une femme, jeune, t'avais pas forcément tous les codes parisiens et de la France. C'est ça. Qu'est-ce qui était le plus dur pour toi et qu'est-ce qui reste encore difficile ?
Je pense que l'âge, c'est plus forcément trop un sujet. Peut-être quand j'ai commencé, parce que quand j'ai commencé mes premiers CDI, j'avais 24 ans, si je ne me trompe pas. Je devais avoir 24 ans lors de mon premier CDI. Et en fait, la problématique que j'ai eue initialement, c'est que le premier poste qu'on m'a donné à la Caisse d'épargne, donc en tant que salarié, c'était un poste de conseillère en gestion de patrimoine. Mais la problématique qu'ils ont, donc c'était en agence de réseau classique, mais c'était que j'étais sous-directrice, donc directrice adjointe d'une grosse agence à 24 ans, avec d'autres conseillers que je devais manager, donc qui avaient entre 40 et 60 ans, qui ne comprenaient pas forcément pourquoi moi j'avais eu ce poste-là, en sortie d'études, et voilà, qui était un peu... je sais pas s'il y avait de la jalousie, mais c'était un peu logique aussi qu'ils s'interrogent sur ma place et le pourquoi de ce poste. Donc, la légitimité, quoi. Ouais, c'est ça. J'étais pas forcément légitime à leurs yeux sur le poste. Et effectivement, moi, le management, c'est pas forcément quelque chose qui m'attirait, mais c'était un passage obligatoire, en tout cas dans cette banque-là, pour être conseillère en gestion de patrimoine, du moins premier échelon, on va dire. Et la problématique, oui, c'est que ma place a été assez dure. Donc, des collègues plus âgés que moi remettaient un petit peu en cause ma légitimité ou me faisaient comprendre qu'ils étaient là depuis plus longtemps, donc que j'avais pas forcément ma place pour les manager ou autre. Donc ça a été un peu difficile. C'est pour ça aussi que je suis pas forcément restée très longtemps sur ce poste-là, la caisse d'épargne. Aussi pour d'autres raisons, mais moi je recherchais vraiment un poste où j'étais uniquement conseillère et qu'il n'y avait plus de fonction managériale parce que à 24-25 ans initialement, c'était pas quelque chose que je voulais faire de toute façon. Et puis en plus, cette première expérience t'a un petit peu refroidi, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Ok. Comment est-ce qu'on s'accroche à ton âge avec le peu de recul que t'as? Je pense que ça reste quand même un métier passion. Faut aimer aussi bien donc l'univers financier, faut être curieux, faut aimer le contact client. Et c'est vrai que moi, je me voyais pas changer de métier parce que le métier que je fais depuis la sortie d'études, même pendant mes dernières années d'alternance, c'était le métier sur lequel je me suis projetée au final à ce moment-là et sur lequel je me projette toujours d'ailleurs. Je pense que oui, il faut rester motivé. J'ai eu des périodes où j'étais un petit peu démotivée, où j'avais presque envie de baisser les bras, voilà, mais c'est pour ça que j'ai changé aussi. Je voulais plutôt me concentrer. Je pense qu'initialement, c'est aussi le fait d'être jeune, d'avoir des fonctions, on va dire, managériales qui ne me correspondaient pas. Mais après, une fois que je suis arrivée dans un autre établissement et que j'étais uniquement conseillère à ce moment-là, donc il n'y avait plus... que c'était mon seul poste et qu'il n'y avait pas de fonction managériale, ça s'est beaucoup mieux passé. Et en fait, j'avais aussi des personnes qui avaient mon âge dans le deuxième établissement, donc c'était un peu plus simple. À la caisse d'épargne, on avait un petit peu moins de conseillers vraiment jeunes, donc qui avaient 24-25 ans comme moi initialement, mais il y en avait quelques-uns, mais c'était plus rare déjà. Tu t'es pas dit ça va être dur pour une femme de rentrer dans ces milieux? Pas forcément. À chaque fois que j'ai fait mes alternances, donc il y avait quand même des femmes qui avaient des gros postes. Okay. Déjà, donc... la directrice régionale, la caisse d'épargne s'est régionalisée, mais en fait Paris s'est coupé en deux parties. Donc moi c'était sur Paris-Ouest que je travaillais en alternance, mais c'était une femme donc qui dirigeait déjà, donc qui était directrice régionale de la caisse d'épargne. Et après aussi j'ai eu plusieurs managers qui avaient des gros postes et qui étaient des femmes et qui étaient assez inspirantes et très fortes. Ma première directrice d'agence qui m'a aussi motivée à continuer et à essayer d'obtenir mon alternance avec la gestion privée de la caisse d'épargne, qui s'appelle Carole, donc, qui est une femme que j'ai trouvée super et qui travaille toujours à la caisse d'épargne mais dans un autre établissement maintenant. Et vraiment, elle m'a beaucoup inspirée. J'ai trouvé que c'était une femme forte et ça m'a prouvé aussi que c'était possible d'être une femme dans ce métier-là et de s'affirmer et de réussir également. Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais toutes les classes d'actifs? Est-ce que tu sens que tu commences à être à l'aise? Et troisième question, oui. Ça fait beaucoup de questions. Tes premiers clients, tu les as glanés ou on t'a donné un carnet? Depuis que je suis CGP au cabinet. Ouais. Donc aujourd'hui, tu es chez Chevalier Blanc, c'est Cheval Blanc Patrimoine. Cheval Blanc Patrimoine. Ça fait quoi, 1 an, 2 ans? Ça va faire 1 an bientôt. 1 an, ok. Ouais. Est-ce qu'on t'a fourni Oui, T'as pas fait de prospection J'ai pas fait de dure, prospection moi-même, en fait. Pour vous expliquer comment ça marche, c'est le cabinet qui va distribuer ce qui s'appelle des leads par rapport à des demandes de clients qu'on a pu obtenir sur Internet, donc sur le site Internet du cabinet, ou directement via notre page LinkedIn. Mon responsable fait beaucoup d'articles en ligne, donc ça
ça attire des clients qui demandent des demandes aussi bien d'informations ou des demandes de rendez-vous, et après on nous les redistribue directement à chaque conseiller en fait, en fonction de nos spécialités. Donc pour ma part, je suis plutôt généraliste, donc je fais aussi bien du financier, un petit peu d'IMO, donc je vais pas mentir, je suis moins à l'aise sur l'IMO patrimonial type monument historique et Malraux, mais dans le cabinet, on a différentes spécialités. En fait, on travaille beaucoup en synergie pour être chacun expert dans notre domaine et pouvoir vraiment apporter un conseil adapté aux clients. Ok, une offre complète, quoi. C'est ça. Alors, t'as pas assez de recul peut-être pour savoir sur quoi tu vas te spécialiser, mais quelle classe d'actifs t'attire le plus? Aujourd'hui, c'est une classe d'actifs que je connaissais pas forcément beaucoup les dernières années, que je commercialisais pas énormément. Ça va être plutôt le private equity, c'est vraiment la force de notre cabinet. On a une offre qui est très très diversifiée sur le sujet. J'en ai fait un peu chez HSBC parce qu'ils avaient également une offre en private equity, mais très limitée, donc avec un seul gérant de fonds. Et c'est vrai que depuis que je suis arrivée au cabinet, j'ai vraiment découvert ce monde du private equity, qui est un peu un monde parallèle finalement, où on a, c'est des belles histoires d'entreprises à suivre sur des thématiques particulières, mais c'est vrai que c'est plutôt sur cette classe d'actifs-là que j'aimerais me spécialiser. C'est assez complet, on va trouver plusieurs thématiques, aussi bien les nouvelles technologies, on peut retrouver de l'immobilier, plutôt même du luxe, etc. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant, et comme je disais, c'est le suivi en fait, de belles histoires d'entreprises qui sont de mon côté, qui se lancent, qui se refinancent, qui se développent. Et ça te parle le plus, mais j'ai l'impression que de toute façon, la démocratisation, ou en tout cas l'approche du PE depuis 3-4 ans, avec toutes ces plateformes aussi qui se sont un petit peu qui pullulent, vous intéresse beaucoup, vous, les milléniums, parce que, et c'est pour ça aussi que je t'ai fait venir, parce que c'est intéressant aussi d'avoir le prisme de cette nouvelle génération des CGP qui se lance. Qu'est-ce qui vous manque? J'ai beaucoup, je pense à Hugo Benoît, salut Hugo, déjà de CGP un petit peu matures, seniors, qui ont monté leur boîte depuis longtemps, qui recrutent des jeunes comme toi et qui peut-être écoutent le podcast et qui se disent, je pense aussi à Olivier Collin, je pense à toi, je pense à Jérôme, puisque tu m'as dit que tu avais écouté Jérôme Cahuzac, tu as écouté son podcast. Jérôme Cahuzac, n'importe quoi. Ruzac, oh là 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 là. Non, ce que je veux dire, qu'est-ce qui vous manque quand vous vous lancez dans le métier? Je pense qu'il nous manque parfois de la formation sur certains produits, parce que de toute façon les études c'est très théorique, mais pour apprendre et pour pouvoir proposer, il faut exercer. Et c'est ça qui va nous manquer souvent, plus dans le domaine bancaire que dans des cabinets de gestion de patrimoine. La problématique que j'avais dans le domaine bancaire, c'est qu'en fait je suis arrivée sur un poste, donc à titre d'exemple chez HSBC il y a 2 ans. C'était la première fois que que je travaillais dans une banque qui proposait du private equity. Moi, le private equity, c'était une classe d'actifs que j'ai étudiée pendant mes études, mais ça restait la théorie, donc j'avais jamais vraiment pratiqué, même ouvert en fait directement des carnets de gérants de fonds qui présentent leurs fonds, etc. Ça restait vraiment très théorique, et je pense que c'est ça qui peut manquer aux jeunes qui débutent, c'est vraiment de la pratique, d'être accompagné aussi, et d'avoir un mentor qui se déplace avec toi en rendez-vous, qui te laisse faire, mais qui après quoi concrètement te fait un feedback, t'aurais dû dire ça, t'aurais dû faire feedback, ça. ou même le fait de travailler beaucoup en synergie, c'est pas des choses qui sont énormément en banque, par contre ça se fait beaucoup en cabinet, et c'est vrai que nous on est vraiment accompagnés en matière aussi bien pratique. En rendez-vous on peut travailler, si on est moins à l'aise sur un sujet, on va demander à un conseiller qui va être plutôt expert sur le domaine de nous accompagner, ou d'aller avec lui en rendez-vous pour voir comment il présente les choses en fait directement. Et c'est vrai qu'on a beaucoup plus de présentations même des produits de la part des partenaires. C'est pas vraiment des choses qu'on a en banque, parfois plutôt sur le levier immobilier, avec des partenaires qui vont proposer des solutions défiscalisantes. J'en avais beaucoup avec Pinel, un petit peu Malraux ou Monument Historique quand j'étais en banque, mais j'en avais pas du tout avec des partenaires dédiés sur du PE. Chez HSBC, je sais que je vendais beaucoup, on avait l'offre Raseo, donc qui est quand même assez connue et présente dans beaucoup d'établissements également, mais on n'a jamais eu aucune intervention de la part du partenaire pour nous expliquer exactement les fonds, alors que ça, c'est des choses que j'ai toutes les semaines au cabinet. Tous les lundis, on a un partenaire qui vient, qui se déplace, qui nous explique, qui est là, donc c'est le partenaire commercial qui est là pour aussi présenter le produit, mais il va répondre à toutes nos questions, et si on a la moindre question, on a son contact, on peut lui envoyer une question spécifique sur un produit qu'un client nous a posé et qui nous a
voilà, qui a été peut-être même une colle pour nous. On s'est dit, ah mince, je ne sais pas. Et dans ce cas-là, on demande directement au partenaire et le partenaire va nous répondre. Et ça, c'est vraiment un point fort et ça aide beaucoup aussi en soi dans mon apprentissage du métier aussi de CGP. Qu'est-ce que tu trouves vieillot, obsolète, chiant dans le milieu CGP, je réfléchis. Dans ton job, ouais. Dans mon job, généralement, bon, moi, c'est tout ce qui est administratif. Hein, forcément, ça plaît jamais forcément trop, mais c'est un passage obligé. Après, ce que je vais trouver un peu chiant, c'est par exemple les prises de position de l'AMF qui vont beaucoup changer au fur et à mesure des années. Donc, il va y avoir des contrôles de plus en plus fréquents et des changements de règles sur différents sujets qui nous indiquent, voilà, pour les clients, vous devez présenter ci, ça, ça, alors qu'auparavant, c'était pas du tout le cas. Et ça peut être un peu contraignant. Après, c'est la règle et c'est aussi pour être, voilà... droit dans nos baskets et totalement en conformité par rapport à ce qui se passe et la législation française. Mais c'est vrai que... Tu penses qu'on pourrait faire autrement ? Non, je pense pas qu'on pourrait faire autrement. Je veux dire, mais... travailler autrement ? Possible. Moi, en fait, ce que je reproche un petit peu, c'est que je le vois au cabinet parce que voilà, il y a eu un contrôle AMF qui a eu lieu récemment. Mais en fait, je trouve que au niveau de ce que je vais reprocher, c'est que je trouve que l'autorité des marchés financiers va être assez stricte avec des cabinets comme celui dans lequel je travaille, alors que paradoxalement, au niveau des gros organismes bancaires, c'est pas du tout la même chose. Il y a pas du tout, donc ils ont pas du tout le même regard. Et c'est vrai que depuis que je suis arrivée au cabinet, j'ai trouvé qu'au niveau de la conformité, tout était vraiment très bien fait, très structuré. Sans vraiment, voilà, il n'y avait pas de problème de conformité. Alors, ils sont plus exigeants avec les grands que les petits. Alors, je pense qu'ils sont plus exigeants avec un cabinet comme le nôtre qu'avec un grand organisme bancaire. En banque, vraiment, j'ai vu au niveau de la conformité sur certains dossiers clients, j'ai vu des énormités, des documents qui n'étaient pas là, des Comment tu l'expliques, allocations ça qui étaient signées alors que ça ne correspondait pas à un profil risque du client, c'est totalement décorrélé de son profil investisseur. Et comment tu l'expliques alors ? Je pense Parce qu'ils se disent que les banques, c'est des tiers, qu'elles sont là instaurées depuis toujours, et donc il n'y a pas beaucoup de... en gros, ils ferment les yeux ou ils prennent pas de risques. Je pense pas qu'ils ferment les yeux, je pense qu'il y a des contrôles qui se font au niveau bancaire, mais je pense qu'au niveau bancaire, c'est beaucoup plus laxiste, même en agence, au niveau de comment on va être formé sur tout ce qui est conformité, et même par rapport à la commercialisation de produits à certains clients. On va être beaucoup moins formé en banque que dans un cabinet comme le nôtre. Et paradoxalement, vraiment, depuis que je suis au cabinet, vraiment, je suis assez surprise. Tout est très bien structuré. Et j'ai jamais, je suis pas tombée, je reprends des dossiers aussi d'anciens conseillers qui sont partis, et je suis jamais tombée sur un dossier où il manquait un papier ou autre, alors que ça, en banque, c'est des choses qui arrivent tous les jours, finalement. Ok. Après, là, toi, tu parles d'un point de vue opérationnel, c'est peut-être parce que ton cabinet est sérieux. Peut-être qu'en banque, je dis pas que c'était pas sérieux, mais je veux dire, peut-être que tu n'avais pas non plus toutes les données. Enfin, je sais pas, Nancy, tu voyais sûr. Que tu peux... après, tu penses que tu compares deux choses au même niveau, enfin, je veux dire... Oui, j'essaye de comparer par rapport à ce que je vois. En banque, j'avais déjà un portefeuille totalement constitué. Et en fait, je réalisais tous les jours que le portefeuille, j'avais quasiment rien au niveau des données clients, aussi bien le KYC, profil investisseur. Il y avait beaucoup de choses qui étaient obsolètes, qui n'étaient pas refaites annuellement comme demandé, et qui avaient entre-temps des investissements qui avaient été réalisés sans qu'on ait ces données à jour. Donc c'est plus ça qui est problématique. Après, oui, ça va être plutôt l'aspect administratif qui va être embêtant au cabinet ou aussi bien dans un métier bancaire, mais... ce que je trouve embêtant, c'est plutôt ça, en fait. Je trouve qu'il y a... Au niveau bancaire, c'est beaucoup plus laxiste pour avoir fait plusieurs établissements et en parler, parce que donc, les gens avec qui j'ai fait mes études sont beaucoup en banque aussi. C'est vraiment quelque chose qu'on a remarqué. Et en fait, tu es en train de dire que l'AMF est plus méfiante. Ouais, l'AMF est plus méfiante. Mais est-ce que tu connais aussi tout l'historique du métier de CGP? Est-ce que tu es aussi consciente qu'il y a eu énormément d'abus, qu'il y a eu un peu un no man's land pendant 30 à 40 ans? Et la banque, c'est quand même quelque chose d'institutionnel, avec une Banque de France et des règles, et un écosystème qui est quand même très normé. Donc, il y a peut-être aussi tout ce passif que toi, c'est normal, ta génération ne voit pas, n'a pas compris. Par contre, là, ce dont tu parles, toi, c'est des conséquences. Donc, je veux dire, le constat, il est quand même affligeant, quoi. Ouais, c'est ça. Toi qui es justement 28 ans, assez jeune,
quand tu discutes, quand tu sors avec tes potes, est-ce qu'ils comprennent ce que tu fais? Est-ce que tu sens que cette génération est extrêmement concernée par son patrimoine ou en tout cas par commencer à investir? Est-ce que tu sens que parfois il y a deux mondes et deux générations différentes de meufs de ton âge, celles qui en ont rien à foutre, qui comprennent même pas de quoi tu parles ou je sais pas, dis-moi un petit peu à titre privé comment tu vois cette génération des 25-30. Je pense qu'on est une génération qui investit beaucoup plus, étrangement, que les générations précédentes. Je vois mes parents, ils ont un profil extrêmement prudent et je trouve que plus en fait on évolue, plus on va aller vers des choses plutôt risquées. Je le vois dans mon entourage, j'ai un de mes amis, donc j'ai quasiment aucun ami qui fait du financier. J'ai mon compagnon qui travaille aussi dans le domaine financier, mais pas du tout sur le même type de poste. Mais c'est vrai que mes autres amis, ils n'ont pas du tout des métiers ni de CGP ni bancaire. Du moins, c'est assez rare à part mes amis d'études. Et ils sont tous en recherche plus ou moins d'investissement. Ils essayent, ils se renseignent beaucoup. Il y a aussi beaucoup YouTube qui s'est démocratisé là-dessus, sur tout ce qui est plateforme financière, etc., pour essayer d'en apprendre un peu plus. Et c'est vrai, je pense que notre génération, elle va rechercher vraiment plus tout ce qui est levier d'investissement. Elle s'intéresse beaucoup à ça. J'ai beaucoup d'amis qui me posent des questions, donc qui sont très attirés par tout ce qui est investissement ETF, même crypto. Pour le coup, ils me posent beaucoup de questions au quotidien ou qui s'intéressent. J'ai même des amis à moi qui m'ont demandé si si je pouvais leur expliquer certains produits, comment ça a fonctionné, des contrats d'assurance vie, ou comment réaliser de la défiscalisation, et quels pourquoi, étaient les leviers. à ton avis? Je pense qu'on n'a pas forcément d'éducation financière qui est réalisée tôt dans nos vies. On en parle beaucoup, en fait, du moins en école, je parle, donc qu'on soit au lycée ou autre, on n'a pas forcément trop d'éducation financière qu'on va voir, en fait, directement en cours ou autre. Mais par contre, c'est vrai qu'on en parle beaucoup plus dans les médias depuis quelques années. Donc, il y a beaucoup de stratégies, donc aussi bien à la télé, sur Internet. On a des personnes donc, qui vont spécialiser dans le domaine, qui vont faire des podcasts financiers, donc comme vous par exemple, mais aussi sur YouTube, donc on va avoir de plus en plus de personnes. Tutoie-moi s'il te plaît, là tu m'as fait vieillir d'un coup. Pardon. Comme vous, Orso, tu voulais dire. Oui, Orso Média, voilà. C'est ça, exactement. Mais oui, on a de plus en plus même de podcasteurs ou de youtubeurs, donc je pense que ça intéresse plus notre génération. Et il y a aussi des sujets, tout ce qui est même sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus des personnes donc, sur TikTok, Instagram, des influenceurs en fait, qui vont promouvoir des choses, de la crypto. C'était très à la mode les dernières années, beaucoup avec les NFT aussi. Et je pense que du coup, notre génération, elle va potentiellement plus s'intéresser à ça, parce qu'en fait on en voit partout, en fait on le voit partout, dans les médias, à la télé, dans les journaux, sur internet, et c'est vraiment. Donc pour toi c'est la façon dont l'investissement s'est démocratisé et s'est médiatisé qui fait que vous avez l'habitude d'en entendre parler, donc vous y allez. C'est pas la peur à cause du problème du financement des retraites, à cause de tout ce qui est RSE, l'environnement et tout ça. Non, c'est pas ces RSE, peut-être un peu moins, du moins ça c'est rare que quelqu'un de mon âge ou mes amis ou autres m'en parlent. Ça va concerner une petite partie d'entre nous, mais pas tout le monde. Je pense que c'est vraiment, on est une génération qui est hyper connectée, c'est surtout ça. Nos parents, c'était pas le cas, ils avaient pas de smartphone, il y avait pas forcément internet hyper bien développé ou autre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'apogée des séries du type L'Agence qui parle d'IMO, qui vous fait rêver? Potentiellement. Ouais. Les influenceurs aussi, parfois, que j'ai eu ici, j'en parle souvent, Alison Jickling, Mathieu de Tikeo, Mathieu de Guy-Innocenti, Jonathan Anglove, que je salue, c'est-à-dire cette génération aussi de jeunes, maintenant qui ont plutôt entre 30 et 40, qui sont lancés, qui cartonnent, chacun respectivement dans des classes d'actifs totalement disparates, et qui vous font aussi un peu fantasmer. Tout à fait. Mais en fait, c'est que ça semblait totalement inaccessible il y a quelques années. Et en fait, on est hyper connectés, donc il y a de plus en plus, c'est de plus en plus diffusé, aussi bien sur Internet, à la télé, etc. Ça permet de rendre accessible, entre guillemets, des choses qui ne l'étaient pas auparavant. En plus, il y a de plus en plus de plateformes gratuites qui proposent d'investir en PEA ou autres, sans frais, etc. Donc, c'est vrai que ça va plus nous pousser, en fait, à du moins nous intéresser sur des domaines d'investissement, je trouve. Quel domaine, toi, t'intéresse vraiment
Est-ce que tu sens que tu peux même un peu te passionner pour un domaine ou est-ce qu'en fait, non, toi, c'est plutôt le conseil client, l'aspect technique, la régularité en termes d'approche entre toutes les classes d'actifs et c'est plus ton job qu'une classe d'actifs qui te passionne? Ouais, ça sera plus mon job qui va me passionner. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est rencontrer des gens et voir des choses, voir des profils clients différents tous les jours et essayer de les conseiller au mieux, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un métier où on fait jamais la même chose, finalement. Ça va vraiment dépendre de l'approche client, donc de ce qu'ils recherchent. Parfois, on va rencontrer des personnes, ils vont nous dire très simplement ce qui les intéresse, ce qui les intéresse pas, et parfois, on va avoir des clients qui vont venir nous voir. Il y a des thématiques derrière. Et là, c'est à nous de chercher et d'aller nous documenter, de regarder ce qui pourrait être le plus intéressant, même du conseil, hein, pas forcément que proposer des produits spécifiques, mais juste des conseils classiques, patrimoniaux, entre guillemets, aussi bien sur des régimes matrimoniaux, regarder s'il n'y a pas des démembrements à faire en immobilier, sur de l'assurance vie, donc sur les clauses bénéficiaires, etc. C'est des choses comme ça qui m'intéressent et en fait, c'est que je vois jamais la même chose, donc j'ai pas forcément de journée monotone non plus. Et c'est ça que j'aime dans ce métier. Est-ce que tu t'es mise à investir toi-même? Et Oui. dans quoi? Moi, j'ai investi dans des solutions assez classiques. Hein. Donc, j'ai un contrat d'assurance vie, j'ai un PEA, j'ai un PER. Je fais un peu de défisc, donc j'ai fait un peu de défisc cette année, donc dans des fonds d'investissement de proximité. Donc, ça me parle bien parce que j'ai ma famille à La Réunion, donc c'est des investissements dans les dom-toms. Mais alors ça, c'est marrant, on n'en a jamais vraiment parlé ici. Fonds d'investissement proximité, c'est-à-dire C'est des fonds en fait de défiscalisation de fin d'année, donc généralement qui sont éligibles entre le mois d'octobre et le mois de décembre pour investir donc annuellement. Ça va être l'équivalent d'un fonds de private equity. Ça appartient à la famille du private equity. C'est des fonds sur lesquels on peut investir des montants qui sont moindres. Pour un couple, ça va être 24 000 €, pour un célibataire, 12 000 au maximum. Et par rapport aux produits d'investissement, on va avoir une réduction d'impôt associée. Pour les produits d'investissement de proximité, ça va être l'investissement dans des PME qui sont situées soit en Corse ou dans les dom-toms. Avec un horizon. Tu me parles, tu sais que je suis corse. Ouais. Ah bah oui, c'est vrai. En plus, j'avais regardé effectivement, mais voilà. C'est de l'investissement directement là-bas. Et en fait, il y a un taux de défisc, donc de la réduction d'impôt en N+1 de 30% du montant investi. Et en fait, après, c'est un investissement qui court pendant 6-8 ans en fonction du produit. Et ça m'a fait... J'avais pas encore investi en private equity, donc c'est... comme ça m'a permis d'investir cette année aussi bien donc de faire de la défisc et du private equity en même temps et sur un produit qui me parlait plutôt bien parce que c'était un fonds d'investissement de proximité outre-mer donc plutôt par rapport à ma famille à La Réunion donc ça c'est des sujets que j'aime bien en général. Ok. Est-ce que à 28 ans tu prépares, Capucine, ta retraite avec un PER? Oui, pas vraiment fou. Ma retraite, mais c'est plus pour de la défiscalisation annuelle, éventuellement aussi pour le débloquer si j'ai un achat de résidence principale. Pour l'instant, la retraite, c'est un sujet quand même assez nébuleux, hein. On ne sait pas forcément, à notre âge, on ne sait pas si vraiment on aura de retraite ou non. J'espère que oui, du moins, mais là, c'est pas forcément pour la retraite que j'y pense, c'est vraiment pour essayer de défiscaliser annuellement, de verser un petit peu dessus, d'avoir une enveloppe plutôt pour un projet immobilier. Un projet immobilier, ça veut dire devenir propriétaire ou investir pour louer ou... Non, c'est pour devenir propriétaire, c'est le PER, on peut le débloquer, c'est un des 4 déblocages possibles, mais pour la résidence principale uniquement. Est-ce que tu es consciente quand même d'avoir pas des problématiques, mais en tout cas des réflexions d'une personne déjà très avancée pour ton âge. À 28 ans, généralement, on est à sa première expérience ou deuxième expérience, mais en tout cas, je te parle d'un point de vue investissement. Ouais. Hein. Du coup, ce métier t'a donné une très grande assurance, une très grande maturité. Est-ce que tu dis pas que tu as perdu un peu aussi de naïveté, un peu de fraîcheur? Est-ce que... Non. Non, j'essaie. Bon, du moins, pour les questions d'investissement, c'est important parce que, je vais pas mentir, moi, j'étais très dépensière initialement et aussi travaillant en tant que CGP, ça m'a permis aussi d'être un petit peu plus sérieuse et de commencer à mettre de côté progressivement parce que je partais de loin, hein, je vais pas mentir. Tu gagnes combien aujourd'hui? On peut le dire ou pas? Oui, en fait, j'ai un salaire fixe. Après, j'ai des honoraires, donc je vais avoir des primes par rapport à ce que je propose. Ouais. Mais au niveau de mon salaire fixe, il est pas mirobolant. Hein. Je gagne à peu près 2100 € par mois en fixe. Okay. Et après, mon variable, ça va vraiment dépendre des mois, en fonction de ce qui a été, des ventes que j'ai pu faire et du chiffre d'affaires que j'ai généré. Ça te motive, ça, j'imagine? Ouais, c'est motivant pour le coup. Mais du coup, on retombe dans le travers de la banque, non?
Non, pas forcément, parce que en fait, là, vraiment, tous les produits, ou même on peut faire le conseil qu'on propose, on peut le facturer en fait directement auprès des clients. Et en fait, c'est pas du tout la même chose en banque. En banque, on va vraiment avoir un salaire fixe. On va avoir un variable, mais ça sera déjà un variable plutôt collectif par rapport aux objectifs de l'agence. Et c'est des problématiques qu'on va avoir, mais ça va dépendre aussi du classement de l'agence par rapport aux agences régionales, etc. Là, c'est vraiment mon variable, c'est uniquement moi qui le génère. Ça va pas être lié à mes collègues ou autres. Et c'est plus ça qui est motivant. En banque, tout est... voilà, c'est plutôt des primes d'équipe par rapport aux performances globales de l'agence. Là, c'est vraiment sur chaque produit que je commercialise, je vais avoir un reliquat de chiffre d'affaires qui va venir se multiplier au fur et à mesure, s'additionner du moins avec les différents produits. Capucine, c'est la fin de l'émission. Je te baptise toi aussi, enfin tu baptises cette nouvelle petite partie de la fin de mon émission avec une nouvelle question de 2025 que je teste auprès de vous. Qu'est-ce que ce podcast t'aura amené ou peut-être t'aura fait réfléchir dans 2-3 jours ? Déjà par rapport aux anciennes émissions que j'avais écoutées, mais c'est qu'on a tous des parcours assez différents finalement dans la gestion de patrimoine. On va avoir des personnes qui sont plutôt expertes, spécialisées dans certains domaines, et on a d'autres plutôt généralistes comme moi. Mais l'objectif, c'est vraiment, c'est une passion métier, c'est le fait d'aimer le commercial, d'aimer accompagner des clients au quotidien. Et ce qui va me faire réfléchir, c'est aussi peut-être les nouvelles questions par rapport aux jeunes. C'est vrai que c'est pas forcément ni ma cible au niveau des clientèles. C'est assez rare que j'ai des personnes de mon âge. Généralement, c'est plutôt 35-40 ans à minima. Et c'est vrai que ça va me faire réfléchir plutôt à ça. Après, c'est vrai que mes amis, ils me posent beaucoup de questions et je vois qu'il y a quand même de l'intérêt pour les investissements financiers en général. Mais c'est vrai que je vais plutôt réfléchir à ça, sur si cette nouvelle génération dont je fais partie, en tout cas, qui arrive sur des postes et qui sont quand même assez jeunes, sont différentes des autres par rapport à nos envies d'investissement, à ce qu'on recherche, etc. au fur et à mesure. Donc c'est quand même assez intéressant. Capucine Leroy, t'étais avec moi. C'était très sympa de t'avoir, Capucine, et d'avoir un petit peu ton point de vue de jeune millénium CGP qui se lance. Dernière question, tu te vois où dans 10 ans ? Tu te vois comment ? Dans 10 ans. Tu montes ta boîte ? Tu montes ton cabinet ? Non, je pense que je serai toujours conseillère en gestion de patrimoine, sûrement toujours en cabinet. Après, mais tu peux monter ton cabinet toi. Peut-être, je pourrais lancer mon cabinet, ça dépend de ce qui se passera entre-temps. Peut-être que j'aurai sûrement aussi des enfants dans 10 ans, du moins je me le souhaite. Mais non, moi je veux pas changer de métier, en fait, j'ai toujours envie de me spécialiser, d'apprendre des choses, de suivre peut-être avec de nouveaux produits qui sortent, mais d'essayer d'être la meilleure version de moi-même et de pouvoir conseiller toujours au mieux, d'être peut-être un petit peu plus experte sur certains domaines. On verra si je me spécialise ou non sur un domaine en particulier. Dans 10-15 ans, peut-être qu'il y aura des allocations qui n'existent plus, puis d'autres qui explosent, on ne sait pas. Merci en tout cas d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir reçue. Et puis, comme d'hab, si vous voulez parler à Capucine, contactez-le en direct sur LinkedIn, Capucine Leroy, Leroy. Et puis si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. J'arrête pas de vous le dire, mais c'est vous qui me faites vivre, c'est vous qui faites vivre et rayonner Passion Pat. Merci d'ailleurs de me suivre. Salut.